Bonsoir à tous. Nous allons donc reprendre aujourd'hui notre exploration de ce concept d'espèce et toutes les complications qui entourent à la fois l'histoire de l'émergence de cette notion d'espèce dans un monde transformiste entre la fin du XIXe siècle et puis la période actuelle, et puis les difficultés qu'on a en fait à utiliser ces notions-là, en particulier en paléontologie et quand on s'intéresse à l'évolution des hominines. Je vous reprends donc par la main, si je peux dire, là où nous en étions restés la dernière fois. Simplement pour vous rappeler que dans un monde pré-transformiste, donc on se replace dans le milieu du XIXe siècle, avant que l'évolution de triomphe, si je peux dire, on a en gros deux façons de concevoir les espèces. Il y a une définition de l'espèce, une conception de l'espèce qui, par bien des aspects, est assez moderne, en fait, mais vous voyez qu'elle émerge déjà au XVIIe siècle. On a un naturaliste anglais qui s'appelle John Ray, qui est botaniste, qui est ornithologue, et qui déjà émet cette notion de façon assez claire et explicite, que l'espèce est une unité systématique qui réunit des individus vivants capables de se croiser entre eux et de donner naissance à une progéniture féconde. Vous allez voir que on n'a pas énormément progressé jusque dans le XXe siècle à partir de cela. Et cette notion de communauté de reproduction, on la trouve dans Buffon, et puis on va la trouver dans évidemment des biologistes modernes. Et puis alors, il y a une autre façon de penser les espèces, qui est une façon beaucoup plus, je dirais, typologique. Donc c'est vraiment la nécessité de classer le vivant. Et donc là, on va, dans le fond, délimiter les espèces en se servant de caractères. Alors du temps de Linné ou même de Buffon, ces caractères, ils sont un petit peu, je dirais, utilisés de façon un peu empirique, sans qu'on sache trop pourquoi on utilise tel caractère plutôt que tel autre. On va avoir un progrès certain, en particulier avec des naturalistes comme Cuvier à la fin du XIXe siècle, qui vont, eux, essayer de hiérarchiser ces caractères, de donner plus d'importance à certains caractères qu'à d'autres, et en particulier, cette hiérarchisation, elle sert aussi à regrouper les espèces dans des unités taxinomiques de rang plus élevé, des genres, des familles, des choses comme ça. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on a des caractères de rang supérieur qui permettent de grouper toute une série de formes. Ici, ce sont des mollusques du genre Conus. Et puis ensuite, on va pouvoir, dans le détail, séparer ces genres en une multitude d'espèces grâce à des caractères d'un rang mineur. Vous allez voir qu'au XXe siècle, avec un biologiste allemand qui s'appelle Willy Hennig, dont je vais vous entretenir tout à l'heure, on est allé beaucoup plus loin dans cette notion de hiérarchie des caractères, dans le fond de comment on utilise les caractères, comment on peut utiliser la morphologie. Et vous verrez aussi comment, dans le fond, on va finir par réunir cette approche un peu typologique, même carrément typologique, avec une vision transformiste du monde vivant. Donc, avec l'avènement de l'évolution, avec Lamarck, avec Darwin, avec Haeckel, tous ces gens dont je vous ai parlé la semaine dernière, une autre dimension va apparaître à côté de cette notion de communauté de reproduction et puis de communauté de caractère. C'est une notion, dans le fond, généalogique.
c'est-à-dire l'idée que l'espèce elle a une dimension temporelle et qu'elle se transforme au cours du temps. Donc c'est elle qui est, si je peux dire, l'objet de l'évolution, l'unité de base du monde vivant sur lequel s'exerce un certain nombre de processus qui transforment les espèces, qui les font parfois se séparer en espèces filles et qui créent des nouvelles espèces. Et donc, la définition de l'espèce, elle va avoir comment dire, désormais à compter avec cette dimension temporelle qui, vous allez le voir, d'un côté explique bien des choses et on arrive dans le fond à rendre cohérent des tas de choses qu'on avait vues par exemple du côté des caractères. On va pouvoir les ordonner d'une façon un peu rationnelle, mais en même temps ça va être une source de difficultés supplémentaires. Je vous ai dit aussi que quand le transformisme donc a été accepté très largement vers la fin du XIXe siècle, surtout avec les travaux de Darwin et puis de tous ceux qui l'ont suivi, dans le fond, ce qui manquait à l'époque, c'était une compréhension de la façon dont les caractères pouvaient se transmettre d'une génération à l'autre. En fond, la grande découverte de Darwin, c'est la notion de sélection naturelle qui s'exerce sur des populations qui sont des populations variables. Et cette variabilité, dans le fond, elle est travaillée par la sélection naturelle qui va éliminer certains individus, favoriser d'autres individus. Et ces individus favorisés, ils vont transmettre leur caractère à la génération suivante. Et c'est ça qui, au cours des temps géologiques, dans le fond, explique l'évolution des espèces. Donc ça, c'est la grande découverte de Darwin. Mais on ne sait pas comment les caractères sont transmis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui manque. Et c'est une question qui va mettre beaucoup de temps à être résolue. Il va falloir un bon demi-siècle pour qu'on comprenne, oui, un bon demi-siècle, même un petit peu plus, pour qu'on comprenne comment ces caractères peuvent être transmis. Et on le sait aujourd'hui, ils sont transmis par le génome, qui les porte inscrits, codés dans notre ADN, dans nos chromosomes, et qui sont transmis d'une génération à l'autre. Donc la transmission des caractères, ce n'est pas une transmission de caractères acquis par des moyens qu'on ne comprenait pas très bien, un peu comme le proposait Lamarck ou d'autres. Je vous ai dit aussi que cette notion de transmission des caractères acquis était assez répandue au XIXe siècle. Donc c'est autre chose, ce sont des caractères qui sont inscrits quelque part et qui sont transmis donc par voie génétique. Alors la génétique, elle va mettre très très longtemps à émerger en fait, la génétique moderne. On a chez des contemporains de Darwin déjà, si je peux dire, les prémices de la génétique. Alors, je vous ai parlé de Gregor Mendel, ce moine qui vivait en ce qui est aujourd'hui la République tchèque, et qui faisait des expériences dans le jardin d'un monastère sur des pois de couleurs. Et donc, Mendel, lui, il avait découvert que, en fait, il y avait, et il s'intéresse là à la couleur de pois, il découvre que quand on croise des pois de couleurs différentes, eh bien, en fonction de la génération que l'on considère ensuite, eh bien, il se passe une transmission de ce caractère qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a une première génération où on va trouver une des couleurs chez tous les descendants, et puis la couleur qui est la couleur dominée, aujourd'hui on dit récessive, eh bien, cette couleur, elle va réapparaître à la génération suivante. Et donc là, on commence à voir qu'il y a des caractères dominants, des caractères récessifs, et dans le fond, en germe, si je peux dire, dans ces pois, il y a les racines de la transmission par l'ADN des caractères qui sont hérités d'une génération à l'autre.
vous parlais donc de contemporains de Darwin, de Mendel, etc. Il faut citer le nom de Friedrich Miescher. Miescher, c'est un Suisse, il est, je crois, de Bâle. Il travaille à l'université de Tübingen. Et vous voyez, donc c'est quelqu'un qui date de cette seconde moitié du XIXe siècle. Et donc Miescher, il découvre, alors il travaille sur les leucocytes, les globules blancs, et il découvre dans les noyaux de ces leucocytes, il découvre une substance qui est une substance chimique qui est riche, qui est acide, qui est riche en phosphate et qui est différente des protéines. Et il se rend compte que non seulement on trouve ça dans le noyau des leucocytes, mais on trouve ça dans d'autres noyaux. Et il va appeler cette substance la nucléine, puisqu'on la trouve dans les noyaux des cellules. Donc vous voyez que dès le 1869, donc on est très très loin dans le passé, on a déjà en fait découvert l'ADN, si je peux dire. Enfin, en tout cas, on l'appelle de la nucléine. Alors toujours dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a un autre chercheur germanophone qu'il faut signer, qui est Walter Fleming. Alors Walter Fleming, il tire profit dans cette période historique des progrès techniques. La science, c'est souvent, les progrès scientifiques, c'est souvent des progrès des instruments qu'on peut utiliser. Et donc, à l'époque, on commence à avoir des microscopes qui sont des microscopes de plus en plus performants. Et Fleming observe des cellules et essaye toute une série de colorants sur ces cellules. Et il découvre que dans les noyaux des cellules, il y a quelque chose qui est très facile à colorer et à observer au microscope. Et il va appeler ces structures des chromosomes. Donc chromosome en grec, hein, c'est vraiment décor coloré, hein, c'est de là que vient le terme de chromosome. Et ce que Fleming observe, c'est que pendant les divisions cellulaires, eh bien, on observe dans le noyau une division de ces chromosomes. Ces chromosomes, ils partent chacun de leur côté, si je veux dire, dans les deux extrémités de la cellule, qui finit par se diviser en emportant une partie de ces chromosomes, une copie, donc la moitié des copies de ces chromosomes. Et donc, encore une fois, si on mettait bout à bout les découvertes de Mendel, les découvertes de Miescher, de Fleming, etc., vous voyez que déjà, en fait, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, on a déjà pas mal d'éléments pour comprendre en fait d'abord ce que sont les chromosomes, et peut-être que c'est là la façon dont se passe la transmission des caractères d'une génération à l'autre. Alors en fait, Fleming, c'est une histoire que je vous ai déjà racontée plusieurs fois. Il va publier ses résultats en 1882, mais dans le fond, c'est un peu une pierre dans un puits. Hein, il ne se passe rien. Il faut attendre 20 ans avant qu'on redécouvre ces travaux, comme d'ailleurs on va redécouvrir les travaux de Mendel longtemps après sa mort. Alors il y a beaucoup de gens, à partir de la fin du XIXe siècle, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette émergence de la génétique. C'est difficile de faire un choix, de citer tout le monde. Alors Wilhelm Johannsen, c'est un Danois qui s'intéresse à la botanique. Et alors il est engagé par la brasserie Carlsberg. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de bière danoise parmi vous, mais Johannsen, il travaille pour Carlsberg. Alors, il ne va pas travailler toute sa vie pour Carlsberg, il va finir par devenir universitaire éminent. Et alors, évidemment, comme il travaille chez Carlsberg, il travaille sur l'orge, hein, puisqu'il faut fabriquer de la bière.
Et donc il fait des expériences, il fait de la sélection sur des graines. Et ce qu'ils aimeraient obtenir, c'est évidemment des rendements plus élevés. Alors il fait des expériences sur pas que sur l'orge, il a continué à travailler sur l'orge très longtemps, mais il fait des expériences sur les haricots. Et il découvre une chose assez curieuse, c'est qu'il sélectionne des haricots, dans une population de haricots, il sélectionne les plus gros haricots, il cultive ces haricots en espérant qu'il va avoir la génération d'après des haricots plus gros. Et en fait, non. D'une génération à l'autre, même quand on exerce cette sélection de masse, eh bien, en moyenne, on a toujours des haricots qui sont un petit peu pareils, mais avec une variabilité au sein des haricots. Et donc là aussi, c'est un début de compréhension de la façon dont se transmettent les caractères. Et ce qu'on doit surtout à Johansen, c'est du vocabulaire, parce que c'est lui qui va pour la première fois créer le terme de gène. Donc il va proposer ce terme de gène en 1909, et puis plus tard, il va proposer le terme de génotype et de phénotype. Donc les gènes, c'est ce qui porte des caractères. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes. Enfin, aujourd'hui, on sait que les vrais gènes, c'est seulement une toute petite partie de l'ADN. Donc, le génotype, c'est donc l'ensemble des caractères génétiques au sens large. Et puis le phénotype, et c'est un terme qu'on va utiliser souvent, le phénotype, c'est la traduction de tout ça dans les caractères des individus. C'est-à-dire que les individus, ils ont des caractères anatomiques, des caractères physiologiques qui dépendent de leur génome, de leur génotype, mais pas seulement, qui dépendent aussi de l'environnement. Et donc on a un résultat, si je peux dire, du génotype qui se manifeste en termes de taille, de couleur, de forme, etc. Et ce sont deux notions qui sont quand même deux notions assez différentes. Alors, à la veille, disons autour de la Seconde Guerre mondiale, alors là, les choses vont se précipiter. Il y a un Canadien qui s'appelle Avery, qui, lui, va découvrir que la nucléine de Micher, en fait, c'est de l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire de l'ADN. Et en faisant différentes expériences, ce qu'il va montrer, alors il n'est pas tout seul, il travaille, il a des assistants, on ne cite pas toujours le nom, mais donc Avery, ce qu'il montre, c'est que cet ADN, cet acide désoxyribonucléique, dont on croyait que c'était un polymère monotone, c'est-à-dire une espèce de chaîne comme ça, un acide formé par une très très longue chaîne répétitive, monotone, eh bien en fait non, c'est une chaîne qui porte de l'information et que dans le fond, quand on détruit cet acide désoxyribonucléique, eh bien, il se passe quelque chose qui fait que l'information ne se transmet pas alors il travaille sur des micro-organismes ou des cellules, l'information ne se transmet pas d'une génération à l'autre. Alors c'est une découverte importante parce que en fait pendant très longtemps, on a cru que ce qui pouvait être le support de l'information pour la transmission d'une génération à l'autre, c'était plutôt des protéines, en fait. Et donc, Avery, lui, il montre que non. En fait, il fait des tas d'expériences où il détruit certaines protéines, il détruit l'ADN, etc. Et il montre que c'est l'ADN qui est porteur d'informations. Et puis tout ça, ça va aboutir en 1953 finalement à la découverte, à la compréhension de la structure de cet ADN qui est porteur d'informations. Donc là, on a accumulé toutes ces découvertes. Alors c'est une découverte qu'on doit à deux chercheurs qui travaillent à l'université de Cambridge, James Watson et Francis Crick, qui va leur valoir quelques années plus tard le prix Nobel. Donc c'est une découverte absolument sensationnelle. Si ça vous intéresse, je vous encourage à lire un peu la biographie de ces gens-là, parce que
Bon, surtout Watson, il a été quand même assez, disons, dans la fin de sa vie, il a connu une certaine forme d'hubris. Hein, donc, ce sont des gens qui ont beaucoup écrit sur ce qu'ils avaient fait. Et on comprend qu'il y avait une concurrence qui était très très vive entre différents chercheurs. Hein. Donc, ça a été eux, ça aurait pu être d'autres. En particulier, il y avait une jeune chercheuse qui s'appelait Rosalind Franklin, qui aurait dû partager le prix Nobel avec eux, mais bon, elle est morte d'un cancer avant que le prix Nobel ait été attribué, mais ils ont beaucoup utilisé les résultats de cette Rosalind pour finalement découvrir la structure de l'ADN. Donc la recherche, je vous l'ai dit souvent, c'est pas une vallée de roses. Hein. Et donc, ce que Watson et Crick découvrent, c'est que donc l'ADN, ça a une structure en double hélice, hein, donc ce sont deux chaînes, et ces chaînes sont reliées par des bases azotées, et ces bases azotées, eh bien, en fait, il n'y en a que 4 qui se combinent 2 à 2 pour relier ces deux chaînes qui forment une double hélice. Et on peut, souvent c'est une image qui a souvent été utilisée, hein, on peut imaginer que ces bases azotées sont des sortes de lettres d'un alphabet qui comporterait que 4 lettres, et avec ces 4 lettres, eh bien, on peut noter, on peut stocker de l'information. Donc, dans notre ADN nucléaire, nous avons plus de 3 milliards de ces paires de bases, et donc 3 milliards de paires de bases, voilà, ça fait beaucoup d'informations. Et donc c'est ça qui permet d'une génération à l'autre de transmettre de l'information, et une fois que la sélection naturelle a agi, eh bien, on a un changement au cours du temps, dans le fond, du génotype d'une espèce et donc aussi de son phénotype. Donc à ce stade-là, donc on est au milieu là on est en 1953, donc on a vraiment, j'allais dire, complètement rempli cette case, si je peux dire, qui manquait à Darwin, et donc on comprend le mécanisme de l'évolution des espèces de façon beaucoup plus, je dirais, complète que ce qu'on pouvait proposer à la fin du XIXe siècle. Alors on s'est rendu compte que, en fait, il n'y avait pas que la sélection naturelle comme mécanisme d'évolution des espèces, il y avait d'autres processus qui étaient en jeu. Alors, la sélection naturelle elle-même, évidemment, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, cette sélection naturelle, je vous rappelle, c'est quoi? C'est le fait qu'au sein d'une population, il y a une variabilité, et que donc certains individus, dans leur vie, vont être favorisés par rapport à d'autres, et qu'un certain nombre d'individus vont être éliminés, ou sinon éliminés, mais du moins ne vont pas participer à la reproduction de façon très, très importante. Et donc cela, ça va influencer, dans le fond, le pool génique qui se transmet d'une génération à l'autre, surtout dans une situation où on a un changement du milieu. Parce que dans le fond, la sélection naturelle, elle dépend beaucoup du milieu. Là, on voit ces girafes qui mangent des branchages dans des arbres assez élevés. La taille des arbres, le fait qu'il y ait des arbres, tout ça, ça dépend du climat, de l'environnement, et ça peut changer. Donc, il y a une pression de sélection qui s'exerce sur les espèces, et cette pression de sélection, elle change en fonction de l'environnement. Alors, une chose qui est vraiment très importante quand même à comprendre et à retenir, c'est que cette sélection naturelle, elle s'exerce sur le phénotype. Elle ne s'exerce pas directement sur le génome. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on ait tel ou tel caractère
qui va favoriser ou défavoriser un individu. Et quand je parle de caractères, ce sont des caractères physiques, ce sont des aptitudes, ce sont des caractères physiologiques. Ce n'est pas le fait d'avoir telle ou telle séquence de base dans son ADN. Ce sont les caractères. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a un certain nombre de changements qui peuvent se produire dans le génome, des mutations, qui n'ont pas forcément d'effet dans le phénotype. Et donc à ce moment-là, elles peuvent s'accumuler au cours du temps sans que la sélection naturelle n'ait prise sur ces changements à l'intérieur du génome. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Des exemples de sélection naturelle, évidemment, on en a plein. Et le résultat de la sélection naturelle sous l'effet de l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Et donc, de l'adaptation, de la sélection, on en a dans toutes les espèces et on en a chez les hommes. Ici, j'ai pris un exemple qui est l'exemple des proportions corporelles. Eh bien, on a un changement des proportions corporelles à l'échelle de la planète en fonction du climat. Tout simplement parce que, suivant qu'on vive dans des climats qui sont des climats très chauds ou très froids, eh bien, les proportions corporelles vont être soumises à des contraintes différentes. Pourquoi? Parce qu'en gros, quand on vit dans des climats très chauds, le problème, c'est de refroidir le corps. Donc, on a intérêt à minimiser le volume par rapport à la surface. Et quand on minimise le volume par rapport à la surface, eh bien, il faut avoir des corps qui sont les plus longilignes possibles. Et inversement, quand on est dans des climats très froids, eh bien là, on a intérêt à maximiser le volume par rapport à la surface pour limiter le refroidissement. Et donc, on va avoir des proportions corporelles beaucoup plus trapues chez des Inuits que chez des gens qui sont originaires d'Afrique de l'Est. Et ici, vous avez une analyse. Alors, c'est une analyse assez compliquée. C'est une analyse en composantes principales où on prend tout un tas de caractères métriques sur la longueur des membres, la longueur du segment distal par rapport au segment proximal, la taille du tronc par rapport aux membres, enfin des tas de paramètres comme ça qu'on combine. Et vous avez ici des populations qui viennent de différentes régions d'Europe, vous voyez, Angleterre, Norvège, Allemagne, etc. Et puis là, ici, vous avez des populations africaines, des Pygmées, des Soudanais, des Africains de l'Ouest et de l'Est. Et vous voyez qu'en fait, quand on combine tous ces caractères, eh bien, toutes ces populations, alors c'est des moyennes, hein, évidemment, au sein de chaque population, on va trouver des tas de gens qui ont des proportions différentes, mais en moyenne, vous voyez que ces populations se rangent le long de cette coordonnée principale numéro 1, et en gros, ils se rangent en fonction de la latitude à laquelle ils habitent. Et quand on introduit dans une analyse comme ça un homme de Néandertal, eh ben, il tombe là. C'est-à-dire qu'il tombe au-delà des proportions corporelles qu'on trouve chez un Inuit. Hein. Et donc, voilà, on en a déduit que les Néandertaliens, ils avaient des proportions corporelles pour résister à un stress thermique assez élevé. Alors, le cas des Néandertaliens, il est un peu compliqué parce que vous comprenez bien que la réponse biologique au stress thermique, elle dépend aussi de la protection qui peut être apportée par une adaptation technique, une adaptation technologique. C'est-à-dire, si vous avez des vêtements, par exemple, c'est plus facile de résister au stress thermique que si vous n'en avez pas du tout. Et donc, on peut imaginer que dans le Pléistocène, ce phénomène de modification des proportions corporelles en fonction du climat avait un effet beaucoup plus important dans des populations qui avaient peu de développement technique que dans des populations qui avaient, je sais pas, des vêtements cousus très compliqués, par exemple.
Alors, oui, justement, juste un détail, si on plotte aussi des hommes du Paléolithique supérieur d'Europe qui vivent dans la même région que les hommes de Néandertal, qui viennent les remplacer, vous voyez qu'eux, ils tombent à côté des Africains. Et ils tombent à côté des Africains. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent d'Afrique, hein, tout bêtement. Et donc, il va leur falloir un certain temps pour que leurs descendants ils rejoignent le paquet vert, là, ici, des Européens actuels. Donc tout ça, c'est de la sélection. Et on a, comme ça, chez les hommes, comme chez d'autres espèces de mammifères, des phénomènes de ce genre. Alors à cette sélection, ce qu'on appelle la sélection naturelle, s'ajoute une sélection sexuelle. Alors la sélection sexuelle, c'est vieux, si je peux dire. Darwin a déjà, dans la descendance de l'homme, il a beaucoup développé cette notion de sélection sexuelle. D'ailleurs, il y a une frontière qui est une frontière un peu floue entre la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Parce que je vous ai dit, la sélection naturelle, c'est le fait qu'il y a des individus qui sont éliminés. Alors, ils peuvent être éliminés à une phase, vous savez, la sélection naturelle, ça joue même avant la naissance. Hein. Il y a des embryons qui sont éliminés, ils ne voient jamais le jour. Hein. Donc ça, c'est de la sélection naturelle. Alors après, chez les adultes, il y a une frontière un peu floue entre je suis éliminé et je ne suis pas éliminé, mais simplement, je n'ai pas de descendance. Hein. Et la sélection sexuelle, c'est vraiment la sélection qui s'applique dans le cadre des comportements reproducteurs, c'est-à-dire en fait dans le cadre d'une compétition entre individus pour assurer la propagation de leur propre génome. Alors, la propagation du génome des individus, c'est un problème qui est un petit peu différent pour les mâles et pour les femelles, dans toutes les espèces vivantes, y compris pour les hommes. Donc les mâles, eux, produisent énormément de gamètes, donc leur intérêt, c'est de les propager au maximum. Donc plus ils peuvent s'accoupler avec de femelles, et mieux c'est. Et donc il y a ce comportement chez les mâles dans de nombreuses espèces animales, et donc, pas qu'animales, et donc ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir, chez les mâles, il va y avoir des compétitions, alors qui peuvent être, alors le cas le plus spectaculaire, ce sont les combats entre mâles, dans le fond, pour s'assurer l'exclusivité sur des harems de plus en plus importants. Donc c'est ce qu'on observe, par exemple, chez les cervidés. Alors les femelles, elles ont d'autres priorités, si je peux dire, parce qu'elles produisent beaucoup moins de gamètes, d'accord ? Et donc, leur problème, c'est, dans le fond, de sélectionner les meilleurs mâles possibles, si elles peuvent, d'accord ? Et donc, il y a elles ont une capacité de choix, si je peux dire. Et donc, il y a une autre stratégie possible pour les mâles, qui est non pas de se taper dessus pour se réserver les femelles, mais c'est d'essayer de séduire, si je peux dire, les femelles. Et donc on a dans de nombreuses espèces animales des mâles qui déploient tout un tas de caractères. Alors ça peut être notamment chez les oiseaux, chez les poissons, on a des choses assez extraordinaires. Voilà, c'est moi le plus beau, c'est avec moi qu'il faut se reproduire, et parfois ça marche. Et puis, bon, alors, je vous ai dit, la sélection sexuelle, elle existe aussi du côté des femelles, parce qu'elles, eh bien, aussi, elles vont développer tout un tas de caractères, dans le fond, pour, si je peux dire, attirer les meilleurs mâles possibles, et donc assurer avec la sécurité la plus grande possible la transmission de leur génome aux générations suivantes. Et on a donc de la sélection sexuelle, c'est connu chez tout un tas d'espèces vivantes. Chez les hommes, on a, je vous ai donné un exemple de sélection naturelle avec les proportions corporelles.
on pense que chez les hommes, des caractères comme par exemple la couleur des yeux ou la forme des cheveux ou la couleur des cheveux ou des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du visage. C'est probablement quelque chose qui est soit de la sélection sexuelle, soit quelque chose dont on va parler tout à l'heure, qui est de la pléiotropie. Je vous en dirai un petit mot, mais on soupçonne qu'il y a beaucoup de sélection sexuelle à l'œuvre. Pourquoi ? Parce que souvent, ce sont des caractères qui, en eux-mêmes, ne présentent pas d'avantage adaptatif quelconque. Vous pouvez avoir les yeux marrons, très bien vous en tirez. Je parle en connaissance de cause. Donc, ce n'est pas absolument rédhibitoire. Il faut bien comprendre aussi que cette sélection sexuelle et cette sélection naturelle, elles interagissent, et elles interagissent parfois d'une façon un petit peu négative. Pourquoi ? Parce que la sélection sexuelle, surtout quand elle amène un des deux sexes, généralement ce sont les mâles, à développer des caractères un petit peu extravagants. Bon, c'est pas mal parce que ça peut attirer les femelles. Après, quand il faut voler pour échapper à un prédateur, c'est pas forcément très bien d'avoir une queue comme celle d'un paon bleu. On a aussi des cervidés, en particulier un cervidé qu'on a dans le Pléistocène d'Europe, qui est un cervidé qui a fini par avoir des ramures absolument colossales, de 4 mètres d'envergure ou quelque chose comme ça. Donc il faut bien voir que le développement de ces caractères sexuels secondaires qui sont censés favoriser la reproduction, eh bien, ça a un coût pour l'organisme. Pourquoi ? Il faut les faire pousser, les bois. Donc ça, il y a un coût métabolique très important. Et puis ça peut même, dans le fond, représenter un inconvénient. Je vous ai parlé de la prédation. Ça peut aussi représenter un inconvénient quand on se trouve en concurrence avec une autre espèce qui n'a pas apporté des dizaines de kilos de bois sur la tête, qui vit dans le même environnement et qui est en concurrence directe pour exploiter la même niche écologique. On pense même que, dans certains cas, ça peut expliquer la disparition de certaines de ces espèces. Alors, j'ai évoqué le terme de pléiotropie génétique à propos de ces caractères des yeux, des cheveux, etc. chez l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pléiotropie génétique ? Alors, dans les temps anciens de la génétique, dans le fond, quand on a commencé à raisonner avec les principes de la génétique mendélienne, tout était simple. C'est-à-dire, il y avait quelque part dans le génome un gène qui donnait la couleur des pois. Il y avait une version dominante du gène et puis une version récessive, et puis il y avait différentes combinaisons qui pouvaient se produire, et donc on avait une correspondance entre un allèle, c'est-à-dire une variation du gène, et puis un caractère. Alors depuis, on s'est rendu compte que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que le génome, je vous ai dit, le génome, dans le fond, il produit un phénotype en interaction avec l'environnement. Mais quand je dis en interaction avec l'environnement, c'est y compris avec l'environnement génétique à l'intérieur du génome. Autrement dit, les parties du génome qui codent des caractères sont eux-mêmes entourées dans le génome par d'autres gènes, d'autres parties du génome, et tout ça interagit de telle façon qu'en fait, il n'y a pas de correspondance entre un gène et un caractère. Alors d'abord, les gènes, je vous ai souvent dit ça, mais les gènes, c'est en fait une toute petite partie du génome, à peu près 1,5% chez l'homme, c'est ce qui code des protéines. Et puis après, il y a tout un tas d'autres choses dans notre ADN, en particulier des parties du génome qui, dans le fond, régulent ces gènes, les mettent en route, si je peux dire, les arrêtent quand il faut, etc. Et le résultat de tout ça, c'est deux choses. D'abord,
la plupart des caractères qu'on connaisse, qui nous intéressent, là, ceux dont on est en train de parler à propos des hommes, par exemple ces caractères des proportions corporelles, quelque chose comme aussi simple que la taille, par exemple, c'est quelque chose qui dépend de centaines de locus à l'intérieur de l'ADN. Ce n'est pas juste quelque part, il n'y a pas un caractère grand-petit. Il y a des centaines je crois d'ailleurs qu'on a dépassé le millier maintenant, de locus dans le génome dont on sait qu'ils ont une influence petite sur la taille, et c'est l'addition de toutes ces influences qui détermine la taille, et d'ailleurs ça explique qu'une partie de la variance de la taille, hein. Donc on est très très loin d'avoir déroulé toute cette bobine-là. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que en général, quand il se produit une mutation quelque part dans le génome, ça peut affecter un caractère dans le phénotype. Et donc à ce moment-là, ça va être soumis à la sélection naturelle. Mais très généralement, cette mutation, elle influence plusieurs caractères. D'accord ? Et voilà un exemple qui est tout à fait spectaculaire. Chez les animaux domestiques, on a dans pratiquement toutes les espèces domestiques, les chats, les chiens, les cochons, les moutons, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Là, je vous ai mis une vache et un cheval. On a des robes noires et blanches comme ça. Et si ces robes noires et blanches existent chez les animaux domestiques et qu'on ne les trouve pas chez les animaux sauvages équivalents, les aurochs, les chevaux sauvages, les loups, eh bien c'est bien parce que c'est le produit de la domestication. Et quand on domestique des animaux, on ne les domestique pas pour qu'ils aient des taches noires et blanches. On les domestique pour qu'ils se tiennent tranquilles. Hein. Et donc, ce qu'on sélectionne, c'est un comportement. On sélectionne des individus qui sont des individus dociles. Et en sélectionnant des individus qui sont dociles, eh bien, on obtient des individus dociles, mais on obtient aussi d'autres caractères qui ne sont pas forcément désirables. Et donc, ça, c'est un phénomène qui est très, très important. Et donc, ça explique peut-être ce que je vous disais tout à l'heure à propos des yeux et des cheveux chez l'homme, c'est-à-dire c'est sans doute de la sélection sexuelle, mais il y a aussi la possibilité que ça soit de la pléiotropie. C'est-à-dire que, par exemple, en sélectionnant dans les hautes latitudes des peaux claires par rapport aux peaux foncées, ça ait un effet aussi sur d'autres caractères. Et donc, à la fin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sélection naturelle, elle agit sur le phénotype des individus, donc elle agit sur une espèce de compromis entre les avantages et les bénéfices de tous ces caractères qui peuvent changer. Autrement dit, on peut avoir par sélection naturelle un changement qui se produit qui est lié à un effet de sélection, parce que c'est un caractère qui est très important pour cette espèce, mais à côté de ça, il peut y avoir des changements qui se produisent, qui sont des changements qui n'ont aucune importance. Par exemple, cette histoire de taches blanches. Enfin, les taches blanches et noires, si vous êtes un animal sauvage, ça ne peut pas être très avantageux vis-à-vis des prédateurs. Bon. Mais dans le cas des animaux domestiques, ça ne gêne pas. Mais on peut même avoir des caractères qui sont un petit peu désavantageux, qui sont fixés par la sélection naturelle. Pourquoi ? Parce que par pléiotropie, ils sont associés à d'autres caractères qui, eux, sont très importants. Donc on a beaucoup de bénéfices d'un côté, et du coup, si je peux dire, on est prêt à payer le prix d'un inconvénient, un petit inconvénient. Donc il y a une espèce de balance entre avantages et bénéfices qui se produit. Et c'est lié à ça aussi. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de... Au fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bon gène dans le fond. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui compte, c'est le résultat final en termes de phénotype et comment ce phénotype va se comporter dans un environnement particulier. Et quelque chose qui est favorable dans un environnement particulier peut devenir défavorable dans un autre environnement et vice-versa.
Vous avez entendu parler, je pense, abondamment à cause de l'épidémie de Covid, du fait que les gens qui possèdent tel fragment d'ADN néandertalien dans leur génome sont plus susceptibles de développer une forme sérieuse de la Covid-19 que les autres. Alors vous me direz, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on a ce bout d'ADN néandertalien là où il ne faut pas ? Probablement qu'on l'a parce qu'il a été bénéfique à un certain moment dans d'autres conditions où il n'y avait pas de Covid-19. Hein. On a aussi des exemples, par exemple, de parties du génome, parce qu'on a des moyens de mesurer, de savoir si, certaines parties du génome ont été soumises à une sélection positive, c'est-à-dire si la sélection naturelle les a, dans le fond, favorisées. Et on se rend compte que, par exemple, certaines parties du génome qui ont une influence sur des maladies neurodégénératives, style Alzheimer et compagnie, ont été sélectionnées positivement au cours des derniers 300-400 000 ans. Alors là aussi, ça paraît complètement contre-intuitif. Ben oui, ces parties du génome ont été sélectionnées positivement, ces allèles ont été sélectionnés positivement. Pourquoi ? Parce que par ailleurs, ils doivent, ou ils ont dû dans le passé, apporter un bénéfice. Et par exemple, on peut très bien imaginer que dans le développement cérébral, certains allèles qui, favorisent la prolifération des neurones ou la connectivité des neurones, ils ont bénéficié d'une sélection positive. Tant que les gens vivaient pas plus que 40 ans, c'était très bien. Si les gens se mettent à vivre très longtemps, ces gènes ces parties du génome qui étaient favorables quand elles agissaient dans le développement initial du cerveau, eh bien, finalement, se révèlent plus nocives, si je peux dire, dans des populations où on vit très très longtemps. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de bons gènes, il n'y a pas de mauvais gènes. Tout dépend de l'environnement. Alors, autre phénomène qui influe sur l'évolution du génome et donc du phénotype, alors c'est un phénomène auquel, tant qu'on n'avait pas compris le fonctionnement de l'ADN, dans le fond on n'avait pas vraiment saisi ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la dérive génique et les effets fondateurs. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit en fait de l'effet, alors là pour le coup il s'agit du hasard sur les variations du génome. La sélection naturelle ou la sélection sexuelle, dans le fond, on voit bien qu'il y a une logique là-dedans. On voit bien comment ça peut fonctionner, comment ça peut modifier le génotype en agissant sur le phénotype. Alors, dans le cas de la dérive, c'est un phénomène, par contre, qui est complètement livré au hasard. Si vous avez une population assez grande, population mère, dans laquelle il y a une certaine variabilité. Alors, c'est la variabilité génétique, et puis c'est aussi la variabilité dans les caractères du phénotype. Si pour des raisons qui sont des raisons qui peuvent être démographiques ou qui peuvent être liées à des migrations, à des choses comme ça, on prend un petit échantillon de cette grande population. Bien, par pur effet du hasard, on peut se retrouver avec certaines parties du génome qui vont être représentées dans cette population fille, mais pas d'autres. Imaginez un sac de billes avec de toutes les couleurs, vous plongez la main et vous sortez une poignée de billes. Eh bien, dans cette poignée de billes, vous n'aurez pas toutes les couleurs. Et vous aurez peut-être que 2 ou 3 couleurs par rapport aux 10 ou 20 couleurs qui se trouvent dans le grand sac de billes. Et si à partir de cette petite poignée de billes, eh bien, vous reproduisez une population de grande taille, eh bien, cette population de grande taille, elle va avoir une variabilité beaucoup plus faible que la population mère de départ. Et ça, c'est ce qu'on observe, et on l'a observé
au cours des temps géologiques dans des groupes humains. C'est ce qu'on observe, par exemple, si vous avez des fluctuations climatiques très importantes qui font que, dans le fond, la densité de population s'effondre dans une certaine région, donc on se retrouve avec très très peu de monde. Alors, on se retrouve avec très très peu de monde, c'est pas parce que ceux qui résistent pas au froid survivent et pas les autres, c'est juste que parce que il y en a qui sont au bon endroit et d'autres qui sont au mauvais endroit. Et ceux qui sont au mauvais endroit, ils ne survivent pas parce qu'ils sont au mauvais endroit, quel que soit leur caractère. Et ceux qui survivent parce qu'ils sont au bon endroit, bah, voilà, ils ont eu la chance d'être là et donc eux, ils vont passer à travers cette crise. Et donc on a ça. On a aussi ça dans par exemple, des cas de colonisation d'îles où on a un tout petit nombre d'individus qui passent d'une région à une autre. Par exemple, la colonisation des îles polynésiennes, eh bien, c'est quoi? C'est des petits groupes d'individus qui partent d'une île et qui vont dans une île très loin là-bas. D'ailleurs, parfois, ils ne savent pas très bien où ils vont. Il y en a qui arrivent nulle part, et il y en a qui arrivent, et puis ils vont coloniser une nouvelle île, et puis de cette île, ils coloniseront une autre île, etc. Et quand on regarde la variabilité du génome chez les hommes actuels, eh bien, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que quand on prend une variable qui est la distance géographique, alors quand je dis la distance géographique, c'est par voie terrestre, en marchant, hein, entre l'Afrique de l'Est, là, et puis n'importe quel point de la planète. Hein, donc on peut mesurer cette distance, combien de temps il faut, enfin pas combien de temps, mais combien de kilomètres il faut faire pour aller de l'Afrique de l'Est jusqu'en Amérique du Sud, en traversant toute l'Asie, en traversant le détroit de Bering et puis en descendant jusqu'en Amérique du Sud. C'est très long. Eh bien, quand on porte en abscisse cette valeur et que là, en ordonnée, on met la diversité génétique des populations, eh bien, on observe qu'il y a un lien direct entre les deux, c'est-à-dire que plus on est loin à pied de ce point-là, et plus la diversité génétique va être faible. Et ça correspond à un modèle de peuplement par des populations pionnières qui essaiment, dans le fond, à partir de populations mères, et ce sont des petites populations. Et vous voyez que les endroits où on a la diversité génétique la plus faible, c'est justement ces populations de l'Amérique du Sud profonde ou des populations océaniennes, des choses comme ça, parce que c'est là que cet effet de dérive est le plus important. Et puis alors, troisième phénomène sur lequel j'attire votre attention et qui joue un rôle dans l'évolution des espèces, c'est les phénomènes de flux géniques et voire d'hybridation. Alors on parle plutôt de flux géniques quand on a affaire à des populations d'une même espèce, et puis on parle d'hybridation quand il s'agit d'espèces différentes. Alors vous me direz, les espèces différentes ne devraient pas s'hybrider, mais vous allez voir qu'elles s'hybrident et on va en parler plus longuement la prochaine fois. Et donc de plus en plus, on considère que c'est un mécanisme qui a joué un rôle important dans l'évolution. Alors on connaît beaucoup d'exemples d'hybridation chez les mammifères, en particulier chez les primates, ça a été extrêmement étudié. Encore une fois, dans une prochaine leçon, on rentrera plus en détail sur ces mécanismes de séparation d'espèces et puis d'hybridation. Et c'est vrai que ça nous apprend des choses sur l'évolution humaine elle-même. Mais dans le fond, ce qui se passe quand on a ces phénomènes d'échange de gènes entre des espèces qui sont en voie de séparation ou quasiment déjà séparées, c'est que ça peut être un moyen pour une espèce fille de récupérer des caractères, enfin des parties du génome qui ont été perdues ou qui ont été altérées au cours de l'évolution de cette espèce parce qu'ils ne servaient à rien, qu'ils n'étaient pas intéressants, voire qu'ils étaient nocifs. Mais l'environnement ayant changé,
tout d'un coup, ça serait bien quand même de les avoir. Et donc, s'il y a une espèce sœur qui les possède encore et qu'on peut s'hybrider avec cette espèce sœur, eh bien, la sélection naturelle, immédiatement, va fixer cette introgression. Hein. Et en particulier, je vous ai parlé tout à l'heure des histoires d'hommes de Néandertal et d'Homo sapiens à propos de la Covid, mais on pense que, justement, entre espèces dominines, c'est un phénomène qui a pu jouer. Donc, voilà, avec les progrès de la génétique, avec tout ce que je viens de vous expliquer de façon un petit peu simplifiée, même un peu caricaturale, je vous ai beaucoup parlé de gènes, encore une fois, hein, ôtez de votre esprit l'idée que le génome est composé que de gènes et que l'évolution, ça agit sur les gènes. Hein. L'évolution, ça agit sur tout le génome, sur tout l'ADN, et on sait aujourd'hui qu'en particulier les parties qui régulent les gènes, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et donc, vous allez voir que tous ces progrès ayant été accomplis, dans le fond, on aurait pu se dire, voilà, maintenant, on a refermé le livre de l'évolution. Darwin avait laissé quelques pages à écrire, la génétique a fait le reste du travail, maintenant, tout est réglé. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Et on a une date très importante, hein, dans les années 40, enfin, plus exactement 1942. Ça va être, dans le fond, une synthèse de tout ce que je viens de vous raconter, depuis Darwin jusqu'à la découverte de la transmission génétique des caractères. Alors en 1942, on n'a pas encore découvert la structure de l'ADN, hein. Mais enfin, on sait que c'est comme ça que se transmettent les caractères. Et donc on a des biologistes, alors surtout Ernst Mayr et Theodosius Dobzhansky. Alors tout ça, c'est des... Dawkins, c'est un Anglais, je crois, Fischer aussi, mais Mayr, c'est un immigré allemand aux États-Unis, Dobzhansky, c'est un immigré ukrainien. Et donc, tous ces gens-là, ils vont proposer ce qu'on va appeler la théorie synthétique de l'évolution. Dans le fond, ils revisitent un petit peu la théorie de l'évolution telle qu'elle avait été proposée par Darwin, et ils vont proposer un modèle qui tient compte, en fait, de tout ce qu'on connaît à l'époque, donc dans les années 40, et ça va être une synthèse qu'on va appeler le néo-darwinisme. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils vont rajouter à la vision un peu simple de Darwin toutes sortes d'éléments qui manquaient jusque-là. Donc, ils combinent des informations qui viennent de toutes sortes de disciplines, puisque là, il y a des généticiens, il y a des gens qui font qui s'occupent de d'autres branches de la biologie, ils tiennent compte de la paléontologie, de l'anatomie comparée, etc. Et tout ça va aboutir donc à une formulation d'un concept à l'époque moderne, néo-darwinien, de ce que c'est une espèce. Et donc vous avez ici une définition qui a marqué l'histoire, qui a été proposée par Ernst Mayr dans un de ses ouvrages qui s'appelle Systematics and the Origin of Species. Et donc, ce qu'il dit là dans cette définition de l'espèce, alors je vous traduis comme ça un peu à la hache, hein, mais il dit que les espèces, ce sont des groupes de populations naturelles qui sont interfécondes. Alors, actually or potentially, ça veut dire qu'ils sont interfécondes réellement ou potentiellement, et qui sont isolés sur le plan reproductif des autres groupes de même nature. Donc vous voyez, là on est revenu à cette définition comme l'espèce étant une communauté de reproduction. Alors plus tard, ils vont rajouter à cette définition de l'espèce une phrase supplémentaire qui produit des hybrides et qui
qui a des produits féconds, hein, dont la reproduction résulte en produits qui sont féconds. Alors cette définition, elle a eu un succès extraordinaire, parce que dans le fond, c'est la définition moderne qui est encore considérée aujourd'hui par beaucoup de gens, et je pense que si vous arrêtez quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez ce que c'est qu'une espèce, probablement qu'il vous dira quelque chose qui est un peu de cette nature-là. Mais paradoxalement, en fait, la proposition des tenants donc, de la théorie synthétique, de cette forme de néo-darwinisme, en fait, vous allez voir que ça a eu un résultat assez curieux finalement, parce que en fait, ça va créer une espèce de débat, une espèce de polémique à propos du concept d'espèce. Et dans le fond, au lieu de refermer le débat, ça va en fait l'ouvrir beaucoup plus, parce que ça va susciter immédiatement des critiques, des commentaires. Pourquoi ? Parce que, en fait, les différentes branches de la biologie ne trouvent pas forcément leur compte dans cette définition. Alors cette définition, d'entrée de jeu, elle pose des problèmes à un certain nombre de biologies, je vous l'ai dit. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec les fossiles ? Parce que les fossiles, on ne peut pas savoir s'ils se reproduisent entre eux ou pas. Hein. Et donc, comment on va définir des espèces fossiles ? Donc, vous imaginez que les paléontologues, ils ne sont pas très contents avec cette définition-là de l'espèce. Eux, ils préfèrent une définition qui est une définition qui se fonde sur des caractères. Enfin, on reviendra un peu sur le problème de l'espèce paléontologique dans un instant. Puis il y a un autre problème, c'est que dans la nature, il y a des tas d'organismes, enfin de formes de vie qui sont des formes non sexuées. Et là, comment on décide, par exemple, de l'existence d'une espèce de bactérie ? Parce que là, il n'y a pas de notion d'interfécondité, puisque les bactéries, elles se reproduisent par division de bactéries. Et je vous rappelle, cet arbre de vie que je vous ai montré, voilà, nous, on est là, hein, c'est-à-dire les eucaryotes sexués, c'est le tout petit bout de cette feuille verte-là, et tout ça, c'est des créatures non sexuées. Hein. Donc, en gros, cette définition, elle n'est pas applicable dans un certain nombre de cas. Et puis, je vous ai dit, on a ajouté cette notion de produit fécond. Ben là aussi, immédiatement, il y a des gens qui vont dire, mais attendez, dans la nature, on a des hybrides qui sont féconds. C'est-à-dire, bon, tout le monde connaît le cas des mulets et des chevaux, des mulets qui sont le produit d'une reproduction entre le cheval et l'âne, et qui sont stériles, mais tous les hybrides ne sont pas stériles, loin de là. Hein. Alors on connaît des hybrides chez les mammifères, on va en parler beaucoup au prochain cours, entre espèces proches de mammifères. Là, c'est un cas d'hybridation entre un ours polaire et puis un grizzly, qu'on appelle un pisli ou un gros lard en français, c'est un peu désagréable comme nom, mais bon, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors effectivement, bon, dans ce cas-là, on peut discuter de savoir est-ce que c'est vraiment des espèces ou pas. Bon, on va revenir sur cette idée. Est-ce que c'est juste deux espèces très proches ou est-ce que c'est pas vraiment des espèces ? Mais alors, dans le monde végétal, alors là, des hybrides, il y en a énormément, et il y a des hybrides entre des formes qui sont très éloignées, enfin très différentes les unes des autres, et voilà, les botanistes ont dit, mais attendez, enfin là je vous donne un exemple, la benoîte des ruisseaux et la benoîte des villes, les botanistes disent, on ne va pas les mettre dans la même espèce parce qu'il y a un hybride qui est fécond, parce qu'en fait, dans la nature, ces deux formes existent de façon stable, elles
elles sont bien différentes, et occasionnellement, elles s'hybrident et elles produisent des hybrides féconds. Et donc le résultat de tous ces débats autour de la théorie synthétique et de ce concept proposé par Mayer de ce qu'il a appelé l'espèce biologique, le résultat, ça a été que tout le monde s'est mis à proposer des définitions de l'espèce. Et donc, on a... Alors, bon, ça, c'est une liste, je ne sais pas si elle est vraiment exhaustive, hein, je l'ai faite comme ça en allant chercher tout ce que j'ai pu trouver dans la littérature, mais il y a 25, 26, parfois on dit 28 définitions différentes de l'espèce. Et pourquoi il y a toutes ces définitions? Eh bien, je vous l'ai dit, parce que chaque branche de la biologie, les gens qui faisaient de la génétique, les gens qui faisaient de l'écologie, les gens qui faisaient de la paléontologie, dans le fond, s'ils n'étaient pas contents avec la définition de Mayer, eh bien, ils ont dit, nous, on va proposer notre définition de l'espèce. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on avait pléthore de définitions. Alors, on pourrait passer une heure à prendre toutes ces définitions les unes après les autres. Je vais juste vous en montrer quelques-unes. Donc, j'en ai pris quelques-unes parce qu'elles sont assez, j'allais dire, souvent utilisées. Donc, une espèce autapomorphique. Donc là, c'est une agrégation de populations ou de lignées qui peuvent être diagnostiquées par une combinaison unique de traits dérivés, de caractères acquis. On va revenir un peu sur ces notions. Une espèce écologique, donc là, il s'agit d'une lignée ou d'un ensemble de lignées étroitement liées qui occupent une zone adaptative différente de celle de toute autre lignée de son aire de répartition et qui évolue séparément de toutes les lignées en dehors de son aire de répartition. Donc là, c'est l'écologie qui est mise en avant. Espèce évolutionnaire, alors là, c'est surtout les paléontologues, donc une lignée évoluant séparément des autres et ayant son rôle évolutif unitaire et ses propres tendances. Des espèces génétiques, alors les généticiens ont dit, on va y aller aussi, donc une espèce qui est formée par la fixation de tous les traits génétiques qui l'isolent dans un génome commun de toutes les autres populations. Espèce par reconnaissance, ça c'est très intéressant, c'est la notion qu'une espèce, c'est un ensemble d'organismes qui, dans le fond, partagent le même système de reproduction. Donc, ils se reconnaissent comme des partenaires pour la reproduction et pas les autres. Et puis, cette définition, alors là, qui est carrément un abandon même de la notion d'espèce, qui est l'unité taxinomique la moins inclusive. Alors, en fait, c'est un acronyme anglais, List Inclusive Taxonomic Unit. Là, c'est simplement un groupe de populations ou d'individus qui peut être diagnostiqué en fonction de caractères dérivés, mais dans le fond, on ne se pose pas la question de savoir quel rang cette unité elle a. Simplement, c'est la plus petite qu'on puisse reconnaître. Donc là, on laisse tomber complètement la dénomination binominale. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner dans ce chaos, parce que c'est assez déprimant, et souvent, quand il y a des discussions à propos de la notion d'espèce et des problèmes posés par la définition biologique de l'espèce, les gens sortent cette liste en disant, vous voyez, bon, finalement, on peut définir l'espèce comme on veut, et puis à ce moment-là, tout ça, c'est un peu arbitraire. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, à la fin de cette présentation, je reviendrai un peu sur les travaux de ce taxinomiste, ce biologiste américain qui est au musée d'histoire naturelle de Smithsonian à Washington, il s'appelle De Rose, qui a fait énormément de travail sur toutes ces définitions. Ça, c'est tiré d'un de ses articles où, dans le fond, ce qu'il montre, c'est que tous les concepts que je viens de vous lister, dans le fond, on peut les ranger en fonction de la priorité qui est donnée à tel ou tel aspect.
Donc, par exemple, dans la définition soi-disant biologique, entre parenthèses, hein, en fait, toutes ces définitions sont biologiques. Hein. C'est un peu rhétorique de dire le concept biologique de l'espace, parce que bon, l'écologie ou la paléontologie, c'est aussi de la biologie. Hein. Donc, il y a dans les définitions biologiques, on va mettre l'accent plutôt sur l'isolation, sur le fait de la reconnaissance mutuelle des individus, sur des notions alors, écologiques, évolutionnaires, etc. Et alors à chaque fois, dans le fond, ça va impliquer certaines propriétés pour cette espèce. Et vous voyez qu'il y a deux choses qui sont un petit peu différentes et qui sont souvent mélangées, c'est-à-dire le concept d'espèce, en gros, c'est quoi une espèce, et puis la définition, ça c'est un petit peu différent, c'est en pratique comment on va délimiter les espèces, quelles propriétés on va utiliser pour dire ça c'est une même espèce ou ça c'est une espèce différente. Alors avant de vous dire ce qu'il faut définitivement penser de tout ça, je voudrais quand même faire une petite parenthèse à propos de deux choses. D'abord, cette espèce énigienne, donc c'est une espèce qui est phylogénétique, donc là on met l'accent sur l'aspect transformiste, sur l'aspect phylogénétique. Pourquoi ? Parce que c'est cet apport de Willy Hennig, hein, celui qui est à l'origine de ce concept, c'est un apport qui a été très très important dans la taxonomie en général et puis en particulier en paléontologie. Et puis je vais revenir aussi sur les problèmes particuliers posés par les espèces paléontologiques. Alors commençons par Hennig et l'espèce hennigienne. Donc Hennig, c'est un entomologiste donc qui a travaillé, disons, surtout au milieu du XXe siècle, mais disons que ses travaux sont devenus vraiment, ont connu une forte influence dans le domaine de la systématique à partir, disons, des années 70. Vous vous souvenez de cette histoire de hiérarchiser les caractères, un Cuvier qui disait il ne faut pas prendre tous les caractères en vrac, mais il y a des caractères importants, des caractères qui sont moins importants, et on va se servir de ça pour définir les genres, les espèces, les sous-genres, les sous-espèces, etc. Donc Hennig, ce qu'il propose, lui, c'est une hiérarchie des caractères, mais pas en fonction d'une décision comme ça, est-ce que ce sont des caractères importants ou pas importants. Lui, ce qu'il met en avant dans son raisonnement, et vous allez voir que c'est extrêmement... en fait, c'était un pas absolument nécessaire à franchir, c'est la notion de caractère dérivé par rapport à des caractères primitifs, ou plutôt d'un état dérivé ou d'un état primitif d'un caractère particulier. Je vous donne un exemple. La plupart des mammifères, ils ont des membres avec 5 doigts. Mais il y a des mammifères qui ont un membre avec seulement 4 doigts, ou 2 doigts, ou même 1 doigt dans le cas d'un cheval. Donc l'état primitif, c'est 5 doigts, et puis l'état 4 doigts, 3 doigts, 2 doigts, 1 doigt, là ce sont des états plus dérivés du même caractère. Donc un caractère peut passer par des états comme ça, de plus en plus dérivés. Et donc ces caractères dérivés, il appelle ça des caractères apomorphes et les caractères primitifs des caractères plésiomorphes. Et ce que Willy Hennig, dans le fond, démontre, et en fait c'était assez logique, c'est que, dans le fond, si on veut reconstituer des phylogénies, eh bien, il faut se servir du partage de caractères dérivés, c'est-à-dire des synapomorphies, et non pas du partage des caractères primitifs. Parce que le partage de caractères primitifs, dans le fond, ne nous apprend rien sur le degré de parenté entre les espèces, les genres, etc. Voilà, les ânes et les chevaux, ils ont 1 doigt, c'est un caractère très dérivé. Eh bien, on peut grouper les ânes et les chevaux dans quelque chose, un groupe, mais dans le fond, tous les autres qui ont 5 doigts, eh ben, on ne peut pas en faire grand-chose.
hein, puisque c'est un caractère, dans le fond, qui est très général au sein des mammifères. Donc les simples ésomorphies, c'est quelque chose qui ne sert pas à grand-chose pour regrouper des espèces, mais les synapomorphies, absolument. Alors il y a un cas particulier d'apomorphie, c'est un caractère dérivé qui n'existe que dans un seul taxon, dans une seule espèce par exemple, ou un seul genre. Et donc là, bon, c'est formidable parce que là, si on trouve ce caractère-là, eh bien, on sait qu'on est dans ce groupe-là. Alors vous voyez bien quand même, et vous allez comprendre mieux à la diapo suivante, que tout ça, c'est quelque chose qui nous éloigne de la notion de ressemblance en termes de caractère. Parce que dans le fond, deux espèces peuvent se ressembler énormément parce qu'elles partagent énormément de caractères primitifs, mais en fait ne pas être parentes, être assez éloignées dans cet arbre simplifié, alors que deux espèces qui partagent un caractère dérivé, elles, on va être obligé, si je peux dire, de les grouper. Alors, tout n'est pas rose dans le monde de Willy Hennig, hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'homoplasie et qui est assez embêtante, c'est que, je vous ai dit, il y a des caractères dérivés, enfin des caractères primitifs et des caractères dérivés. Les caractères dérivés, malheureusement, ils peuvent apparaître plusieurs fois indépendamment. Et là, c'est très embêtant, parce que si on s'en sert pour grouper ensemble des espèces dont on pense qu'elles sont parentes, eh bien, on se trompe. Et donc, on a de nombreux cas d'homoplasie. Il y a un autre type d'homoplasie qui existe, c'est le fait qu'un caractère dérivé peut revenir à son état primitif. Ça, c'est aussi très embêtant. Mais pour vous faire comprendre, dans le fond, un peu ce que je serais tenté d'appeler la révolution hennigienne, dans le fond, avant Hennig, eh bien, dans la classification des primates, il y avait un groupe des hominidés, avec l'homme et ses proches parents, et puis il y avait un groupe qu'on appelait les pongidés. Et les pongidés, c'était quoi ? C'était les grands singes, le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, etc., qu'on mettait à part. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que, et c'est surtout la biologie moléculaire qui l'a montré, c'est qu'en fait, l'homme était plus proche parent d'un groupe de grands singes, les chimpanzés, nains et chimpanzés communs, et que ces singes-là, ces grands singes-là, qui étaient proches parents de l'homme, eh bien, dans le fond, ils avaient une parenté assez éloignée avec, par exemple, l'orang-outan. Hein ? Mais comme ils partagent des caractères primitifs, ils ont des poils, ils sont quadrupèdes, ils ont des grosses canines qui sortent de la mâchoire, etc. Donc on les avait regroupés dans quelque chose sur la base d'une ressemblance. Mais cette ressemblance, en fait, est quelque chose de trompeur, parce qu'en fait, elle cache des relations de parenté qui sont toutes différentes. Et donc ça a vraiment été le grand progrès du cladisme. Alors, pour Hennig, donc je reviens à la définition d'espèce, donc l'espèce hennigienne, lui, il a trouvé une solution simple pour définir les espèces. Il construit donc des cladogrammes, on appelle ça des cladogrammes, hein, ces arbres qui sont, dans le fond, construits en utilisant des groupements d'espèces grâce à des caractères dérivés. On laisse tomber les caractères primitifs et on définit les espèces comme ce qui se passe entre deux nœuds à l'intérieur de cet arbre. Donc la définition de l'espèce hennigienne, c'est simple, c'est, voilà, là on est dans une espèce, le jour où cette espèce se sépare en deux autres espèces, elle n'existe plus et on a deux nouvelles espèces. Et ces nouvelles espèces, elles peuvent disparaître ou elles peuvent à leur tour se diviser en deux et donner deux nouvelles espèces.
Alors il y a quand même quelques problèmes avec la cladistique. Ça mériterait un cours entier, hein, mais la cladistique, c'est-à-dire l'utilisation de ces caractères dérivés pour faire des groupements et donc sans se laisser influencer par les ressemblances, ça marche très bien pour des taxonomies de rang très élevé. C'est-à-dire si vous regardez des familles, même des genres, des choses comme ça, on arrive assez facilement à utiliser la cladistique. Quand on utilise la cladistique pour essayer de débrouiller les relations de parenté entre des espèces très proches les unes des autres, ça devient très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'homoplasie. Imaginez deux espèces d'antilopes très proches l'une de l'autre qui vivent en Afrique quelque part, dans une région où le climat va devenir plus aride. Comme elles ont, dans le fond, un génome qui n'est pas très différent, il y a de grandes chances que, du point de vue adaptatif, il se passe la même chose dans toutes ces espèces. C'est-à-dire, par exemple, que leurs dents se mettent à devenir à croissance plus continue pour répondre au caractère abrasif de l'alimentation ou de choses comme ça. Et donc, quand on fait un traitement cladistique de caractères, comment on fait ? On construit une matrice, hein, c'est-à-dire on a des colonnes avec des espèces, on a des lignes avec des caractères, le plus grand nombre de caractères possible. Puis, en fait, on a des programmes informatiques qui traitent ces matrices. Hein, et ces programmes, ils sortent des cladogrammes comme ça. Et ils sortent... Il n'y a pas de cladogramme idéal parce qu'il y a toujours de l'homoplasie. Et donc, simplement, on va choisir le cladogramme qui est le plus parcimonieux, celui où il y a le moins d'homoplasie. Le problème, c'est que plus on s'intéresse à des espèces qui sont proches, et moins il va y avoir de différence entre le cladogramme le plus parcimonieux et le second un peu moins parcimonieux. Et donc là, la question de savoir lequel est le bon devient assez compliquée. Donc le cladisme, ça marche bien pour des taxons de rang assez élevé. Voilà, chez les hominines, en général, les analyses cladistiques, ça se termine comme ça, c'est-à-dire qu'on arrive, en fonction par exemple, de la liste de caractères qu'on utilise ou de la partie du squelette qu'on regarde, on trouve des cladogrammes qui sont un peu différents. Pour continuer sur le thème, alors cette fois-ci de l'espèce paléontologique, donc je vous ai dit, l'espèce paléontologique, elle pose des problèmes particuliers, et bon, ça nous concerne directement. Elle pose des problèmes particuliers. Pourquoi ? Parce que d'abord, on ne peut pas tester l'interfécondité de formes qui n'existent plus. Hein ? C'est-à-dire que on a la chance d'avoir le génome de l'homme de Néandertal ou des Denisoviens, mais enfin, c'est quand même, on ne va pas très loin dans le temps. Hein. Mais si on remonte à 1 million d'années, 2 millions d'années, ou beaucoup plus loin, là, il est impossible de dire quelque chose sur est-ce qu'ils sont hybridés, pas hybridés, etc. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que si, toujours vis-à-vis de ce critère d'interfécondité, dans le fond, quand on remonte dans le passé le long d'une lignée, eh bien, les individus sont liés d'une génération à l'autre par une chaîne d'interfécondité. C'est-à-dire, on peut aller de moi à l'ancêtre commun des hommes et des chimpanzés il y a 7 millions d'années par une chaîne d'individus qui étaient tous interféconds, par définition, puisqu'ils ont produit une descendance. Mais en même temps, il est certain que si on avait une machine à voyager à travers le temps et qu'on remonte au-delà d'une certaine date, eh bien, cette interfécondité, elle se perdrait, bien évidemment. On ne peut pas remonter jusqu'à une espèce de petit lézard qui vivait au Trias et qui est lié aux hommes d'aujourd'hui par une chaîne d'interfécondité. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, dans la vision hénigienne de la taxonomie, on se sert dans le fond de ce qu'on appelle les cladogénèses, c'est-à-dire les séparations de taxons, de lignées différentes, pour créer des points singuliers et dans le fond pour créer
trouver une discontinuité qui va nous permettre de dire, on va appeler ça une espèce, qu'il y a avant ce nœud, ça serait une espèce, et puis après, les espèces fibres, on leur donnera un autre nom. Bon, c'est un peu arbitraire, parce que de part et d'autre du nœud, il est probable qu'on a toujours affaire à des formes qui seraient interfécondes. Se pose aussi le problème de la survie de l'espèce mère, qui peut exister après avoir donné naissance à d'autres choses. Donc, d'une façon plus générale, en paléontologie, on est constamment confronté à cette notion que s'ajoute à la difficulté de faire des divisions qui sont des divisions horizontales, c'est-à-dire entre des groupes qu'on va pouvoir séparer les uns des autres à une époque donnée, mais s'ajoute à cela la difficulté qu'on est confronté régulièrement à la nécessité de, dans le fond, faire des coupures le long d'une lignée pour décider à un moment donné que ce n'est plus la même espèce. Et là, ma foi, le problème, c'est est-ce que c'est arbitraire ou est-ce qu'il y a une façon de faire? Alors, je vous donne deux exemples chez les hominines. Donc, on a Homo erectus, qui est une espèce qu'on connaît en Afrique qui a déjà 2 millions d'années et qui a existé en Asie jusque peut-être il y a 125 000 ans. Donc une durée absolument extraordinaire. Et quand on regarde le phénotype des Homo erectus les plus anciens, ici un crâne de Dmanisi qui a 1,8 million, et puis d'Homo erectus beaucoup plus tardif, eh bien, c'est vrai qu'il y a des différences considérables dans le phénotype. Et il y a des gens qui ont dit non, mais ça, on ne peut pas appeler ça Homo erectus, il faut appeler ça autrement, Homo georgicus ou je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas l'appeler Homo erectus. Mais vous voyez, la difficulté, c'est que, en fait, plus on va trouver de matériel paléontologique et plus on risque d'être confronté, dans le fond, à un continuum de formes qui va rendre les choses très difficiles. Parce que tant qu'on a des discontinuités dans la documentation fossile, on peut mettre des coupures là où on a une discontinuité. Mais quand on a une documentation fossile très complète, ça peut devenir assez difficile. Je vous donne un autre exemple du même genre. Les Néandertaliens qu'on connaît en Europe, ils sont très connus, les Néandertaliens, je dirais, classiques. Quelque part entre 100 000 ans et puis 40 000 ans, l'homme de la Chapelle-aux-Saints, par exemple. Bon, on sait maintenant qu'ils ont des ancêtres beaucoup plus anciens. On a des formes qu'on rattache aux Néandertaliens qui ont plus de 400 000 ans. Mais ces formes qui ont plus de 400 000 ans, comme par exemple cet homme d'Atapuerca, eh bien, morphologiquement, on peut le relier aux Néandertaliens parce qu'il y a des caractères, par exemple de la face ou du système masticateur, qui sont des caractères dérivés. Hennig dirait des caractères apomorphes qui les lient ensemble, mais en même temps, celui-là, il a une boîte crânienne qui est assez différente, et quand on a découvert ces fossiles, les chercheurs espagnols qui les ont découverts se sont empressés de les appeler Homo heidelbergensis, en les rangeant dans une autre espèce que les Néandertaliens. Alors, depuis, ils ont changé d'avis. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore une fois, une lignée qui évoluait à travers le temps. Alors certains ont proposé de s'en tirer en imaginant, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu, vous savez, en anglais, on appelle ça wishful thinking, c'est-à-dire on réfléchit à quelque chose qu'on aimerait être réel, mais c'est la notion que en fait, il n'y a pas une évolution graduelle des choses, mais il y a ce qu'on appelle des équilibres ponctués, c'est-à-dire au cours de l'évolution, des événements qui produisent un changement brusque au sein d'une lignée qui se branche dans une lignée mère, donc une lignée fille, et que cette lignée fille, comportant peu d'individus, pour des raisons de dérive génique, de pression de sélection, etc., elle va dériver assez rapidement sur le plan morphologique, et puis ensuite, elle va être, entre guillemets, stabilisée, et puis là, hop, elle ne va plus trop changer au cours du temps.
Donc ça serait formidable, hein, parce que là, on arriverait vraiment à séparer clairement ces espèces. Alors les deux exemples que je viens de vous montrer vous montrent quoi? Il y a probablement des phénomènes d'équilibre ponctués au cours de l'évolution des espèces, mais malheureusement, il y a aussi du gradualisme phylétique. Alors finalement, est-ce qu'on peut créer des espèces paléontologiques? C'est ça la question, hein. Et comment, en pratique, est-ce qu'on fait? Alors en pratique, quand on travaille sur des groupes comme les hominines, qui sont des groupes qui s'insèrent dans un ordre qui existe aujourd'hui, qui est l'ordre des primates, ce qu'on peut faire, c'est regarder dans quelle mesure, dans le fond, les différences que les paléontologues voient entre des espèces paléontologiques, est-ce qu'elles sont comparables avec les différences qu'on observe entre des espèces actuelles qu'on considère comme des espèces biologiques avec la définition de Mayer. Vous me suivez? Et donc, voilà un exemple. C'est une collègue qui s'appelle Katrina Arvarti, qui est à l'université de Tübingen. Bon, elle a fait ça quand elle était encore aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé la morphométrie 3D, qui est une façon de quantifier les caractères, les différences de forme. Ce n'est pas juste comme ça une impression, c'est une mesure, hein. Et donc on peut prendre des tas d'espèces, utiliser un système de coordonnées sur le crâne par exemple, et puis ensuite mesurer des distances de forme, c'est l'échelle que vous avez là en bas, et puis voir comment différentes espèces de primates, dans le fond, d'abord se regroupent du point de vue de la taxinomie et puis de la parenté, mais aussi du point de vue de la proximité de forme, hein. Et là, en fait, cette proximité, elle s'exprime par la longueur de ces segments. Et donc, vous voyez, par exemple, que ces deux espèces-là, qui sont le chimpanzé nain et le chimpanzé commun, eh bien, elles ont une distance de forme qui est beaucoup plus faible que la distance de forme qu'on peut observer entre un Néandertal et puis des hommes actuels. Et alors, c'est ce que vous voyez. Voilà. Ça, c'est la distance entre Néandertal et des sapiens actuels. Et ça, c'est la distance de forme entre le chimpanzé commun et le chimpanzé nain. Donc, autrement dit, ce qu'elle dit dans cet article, c'est si on compare à des espèces de primates actuelles qu'on peut étudier, eh bien, la différence de forme entre un Néandertal et puis un sapiens est plus grande que ce qu'on observe entre des espèces proches de primates actuels. Autre exemple du même style, ça c'est une étude sur l'enclume, qui est un tout petit osselet de l'oreille moyenne. Donc pareil, on fait de la morphométrie 3D. Et ce qu'on voit, c'est que l'enclume de l'oreille moyenne des néandertaliens, dans un espace à 3 dimensions qui mesure les distances de forme, eh bien, il est aussi différent de l'enclume d'un homme actuel que cet homme actuel n'est différent d'un chimpanzé ou d'un gorille. Donc, avec ce raisonnement-là, on dit, voilà, il y a autant de différences, donc pourquoi on ne ferait pas une espèce à part pour Néandertal? Alors, évidemment, sous-jacent à ça, il y a quand même le problème que on le sait dans la nature actuelle, il y a des espèces ou des groupes d'espèces qui sont extrêmement plastiques du point de vue de leur anatomie, de leur phénotype. Alors, je ne veux pas parler d'espèces domestiques comme le chien, mais prenons le loup, par exemple, qui est lui une espèce sauvage. Le loup, il y a pas mal de carnivores comme ça, le tigre aussi, où on a quand même une très très grande variabilité. Ce sont des espèces qui ont une très grande répartition géographique, avec beaucoup de variabilité de taille, de forme, etc. Donc, il faut un peu se méfier quand même de la forme. Alors, pour ne pas vous laisser quand même partir un peu désespéré par toutes ces remarques négatives, je voudrais revenir aux publications de M. De Queiroz,
que je vous encourage à lire. Il a fait 2 ou 3 articles que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Et donc, Queiroz, il s'est beaucoup intéressé, dans le fond, ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure, à toutes ces définitions de l'espèce, à tous ces concepts différents de l'espèce. Et ce qu'il dit de Queiroz, qui je pense est assez profond et intéressant, c'est que, en fait, tous ces concepts, ce ne sont pas des concepts qui sont contradictoires. En fait, ils se ramènent tous à un concept que lui appelle un concept unifié de l'espèce, et qui est l'idée que les espèces, vous vous souvenez ce schéma de cette unique figure de l'origine des espèces de Darwin, il dit que ce sont des lignées de métapopulations qui évoluent séparément. D'accord ? Et il dit, ça, c'est vraiment l'élément commun à toutes les définitions de l'espèce, que ce soit l'espèce paléontologique, l'espèce de Meyer ou d'autres espèces. Et que cette propriété, dans le fond, c'est la seule propriété qui est vraiment nécessaire pour définir une espèce. Et que toutes les autres propriétés telles qu'elles apparaissaient dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des propriétés qui peuvent être observées, mais qui ne sont pas nécessairement là quand on a une espèce. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très profond, parce que, dans le fond, l'idée de Queiroz, et c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté, c'est que ce qui se passe quand on a une spéciation, quand on a une séparation entre une espèce mère et 2 espèces filles, eh bien, c'est que généralement, alors il peut arriver qu'il y ait des mutations chromosomiques comme ça un peu catastrophiques et que tout d'un coup on ait 2 espèces filles qui ont, j'allais dire, aucune possibilité de reproduction entre elles, mais en général, en tout cas chez les mammifères qui nous sont proches, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas un événement, on a un processus. Et ce processus, c'est un processus qui est long, et la prochaine fois, je vous montrerai, ça peut durer plusieurs millions d'années chez les primates. Et au cours de ce processus, eh bien, on part d'une espèce mère et on arrive à la fin à 2 espèces filles qui sont isolées sur le plan reproductif, mais entre les deux, il y a une zone grise. Et dans cette zone grise, eh bien, ce qui se met en place, c'est un certain nombre de ces propriétés qui ont servi à toutes ces définitions de l'espèce que je vous ai montrées tout à l'heure. Autrement dit, toutes ces définitions, ce ne sont pas des définitions contradictoires, sont plutôt des définitions qui s'intéressent à des niveaux différents dans cette zone grise. C'est-à-dire qu'on va avoir au départ simplement une différence dans le génotype entre deux populations, et puis quand le temps va passer, eh bien, on va commencer dans le phénotype à avoir des différences morphologiques, donc ça c'est la définition morphologique de l'espèce, et puis ensuite on va avoir des différences dans l'écologie, donc ça c'est la définition écologique de l'espèce, et puis à un moment donné, on va avoir des espèces qui commencent à s'isoler complètement sur le plan reproductif. Et donc toutes ces définitions ne sont pas des définitions contradictoires, encore une fois, c'est plutôt, il faut voir ça comme une espèce de séquence qui nous fait démarrer avec une espèce ancestrale et qui nous fait arriver avec des espèces complètement séparées. Et moi, je trouve que les travaux de M. de Queiroz sont porteurs d'un message formidablement optimiste. Donc pour finir, puisque je vous ai conseillé de lire les travaux de M. de Queiroz, je voudrais aussi vous encourager à lire cet article d'Hervé Le Guyadère qui s'appelle « Doit-on abandonner le concept d'espèce ?» C'est ce que vous pourriez penser en quittant cette salle ce soir, j'espère que non. Il examine un certain nombre des problèmes que j'ai discutés ce soir. Et je reviens sur cette idée, parce qu'il y a quand même des gens qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. C'est-à-dire, j'ai des collègues, je pense à un généticien bien connu, qui pense qu'il faut arrêter d'utiliser la nomenclature linéenne
binominal et qu'il faut passer à autre chose. Alors quand on travaille sur les hominines fossiles, j'allais dire c'est tout à fait possible. Le terme de néandertalien ou le terme d'homme moderne ou de dénisovien qu'on utilise souvent, ben en fait c'est une de ces unités taxonomiques la moins inclusive pour laquelle on se garde bien d'utiliser une dénomination binominale. C'est exactement ça. Donc en gros, ce que proposent ces gens, ils se disent ben, pourquoi on ne ferait pas ça pour tout? Alors, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Ben parce que, alors en gros, ils se disent l'inné, c'est du latin, c'est typologique, c'est archaïque, etc. Le problème, c'est que les dénominations d'espèces linéennes sont des dénominations qui sont extrêmement codifiées. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas créer une espèce comme ça à votre guise. Il y a des règles pour créer une espèce. Il y a des règles pour fusionner des espèces entre elles quand on se rend compte qu'on a créé à tort une espèce. Donc il y a un code international de nomenclature. Et si demain, on disait, on jette le code international de la nomenclature zoologique et puis on va renommer le 1,5 million d'espèces qu'on connaît par des noms ce qu'on veut, je ne pense pas qu'on fera un énorme progrès. Et pensez à une chose, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui d'espèces menacées. Ben, c'est très important de pouvoir faire une liste des espèces menacées. Et je pense que si on se débarrassait du concept d'espèces, on aurait déjà un sérieux problème avec cette liste des espèces menacées. Et encore une fois, lisez de Queiroz, vous verrez que si vous acceptez cette notion que les espèces, en fait, ce sont des lignées de métapopulations qui évoluent indépendamment, et que tout le reste, dans le fond, ce sont des propriétés contingentes, y compris l'interfécondité ou l'isolement reproductif, et bien vous verrez que l'espèce, ça marche. Bonsoir.